Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Lovers, qui est mon premier roman publié en maison d'édition. Vous l'avez vu en début de vidéo, je vous avais fait une story Instagram pour vous permettre de poser des questions sur ce roman, sur les coulisses de l'édition, sur la façon dont je l'avais écrit, sur ce que je pensais de mes personnages, de certaines scènes. Voilà, il y a eu pas mal de questions, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et chiante, mais je vais répondre à tout. Pour commencer, je voulais peut-être faire un petit point sur cette histoire, sachant que j'en ai déjà quand même parlé dans ma première vidéo de présentation. Mais voilà, Lovers, c'est de base une fanfiction. Et en fait, elle a débuté à l'été 2014. Donc en gros, ça va faire bientôt 10 ans que cette histoire a commencé quand même. Donc elle a eu un long chemin, un long parcours. Donc voilà, ça a commencé à l'été 2014. Je postais à l'époque sur Skyblog. Donc ça remonte, effectivement, Skyblog n'existe même plus maintenant. Et donc j'écrivais au fur et à mesure cette histoire. Ça a duré en tout 1 an et demi, parce qu'en fait j'ai terminé cette fanfiction en février 2016. Et à l'été 2016, donc quelques mois après, c'est là que j'ai publié, toujours sous forme de fanfiction, ce que j'appelle aujourd'hui le tome 3, qui est actuellement sur Wattpad et qui a été modifié pour correspondre à la nouvelle version publiée. Mais ce tome 3 existait déjà en fait. Après, il a été beaucoup modifié, puisque forcément en 10 ans, l'histoire a évolué. Il y avait plein de choses dans le tome 3 qui ne fonctionnaient pas du tout, qui n'étaient plus du tout cohérentes et logiques avec ce qu'il y avait avec cette nouvelle version. Donc le tome 3 a quand même été pas mal modifié. Mais il existait de base dans la version fanfiction. Et donc, on va faire un petit bond dans le temps, puisque Lovers ne sera publié qu'en août 2020. Donc 4 ans plus tard, il y a le premier tome qui va sortir chez Collection EH. Alors à l'époque, c'était une collection exclusivement numérique qui s'appelait HQN. Maintenant, ça n'existe plus, je crois que c'est EH numérique. Donc il y a eu ce tome 1 le 5 août 2020. Il y a eu le tome 2 le 7 octobre 2020. Donc il n'y avait que quelques mois d'écart, parce qu'on avait vraiment travaillé les 2 tomes à la suite. Puis l'intégrale le 10 novembre 2021. Et ensuite, un petit bond dans le temps, puisqu'on est arrivé ensuite à une version publiée en papier. Donc là, on a eu un grand format le 7 septembre 2022 et un format poche le 6 septembre 2023. Et donc, la prochaine étape maintenant, ce sera pour 2026 et l'adaptation au cinéma. Non, je plaisante, c'est pas près d'arriver. Mais croisons les doigts. Alors, Lovers, de quoi ça parle ? Rapidement, c'est une réécriture de Roméo et Juliette, mais ça se passe à notre époque actuelle à Londres, entre 2 familles extrêmement riches et puissantes, 2 familles banquières, les Hamilton et les Rosenbach. Ces 2 familles qui se détestent depuis des décennies, et vous allez apprendre dans le roman pourquoi ils se détestent. C'est pas des fausses raisons, c'est un vrai enemies to lovers. C'est une romance new adult qui va narrer l'histoire de Dale et Lior, qui sont respectivement chacun dans un clan. Et l'histoire commence plus ou moins avec ce fameux bal où les Roméo et Juliette se rencontrent, mais ce ne sont pas Dale et Lior. En fait, ça va être 2 de leurs cousins qui vont se rencontrer dans ce bal et qui vont commencer à entretenir une relation. Et Dale et Lior se retrouvent à être au courant de cette relation interdite entre ces 2 adolescents, puisque pour le coup, c'est vraiment des adolescents dans l'histoire, les vrais Roméo et Juliette. Et ils vont tout faire pour empêcher leur histoire d'amour, et donc en l'empêchant, ils vont forcément se fréquenter et tomber à leur tour dans le piège. Voilà pour le petit synopsis. Elle a le droit d'avoir cette idée. Mais vraiment, arrête, ça va pas marcher. Wow, j'y crois tellement à... Ok. Non, c'est vrai, c'est crédible. Il est tellement crédible que c'est suspect. Bon, et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les questions que j'ai reçues. Alors, celle que j'ai la plus reçue, clairement, c'est celle-ci. Pourquoi je fais souffrir autant les lecteurs et les lectrices ? Pour répondre à ces questions, c'est vrai que Lovers, c'est une romance qui est très dramatique, où il se passe beaucoup de drames, où il y a des morts. Et je pense que c'est l'une des plus dramatiques que j'ai écrites. Et je pense pas que je reviendrai dans ce genre aussi noir, aussi drama.
Et pour répondre un peu à cette question, pourquoi je suis partie là-dedans, c'est qu'en fait, au moment où je l'écrivais, la fanfiction, donc je vous l'ai dit, c'était en 2014, en fait, c'était vraiment la mode des fanfics comme ça. C'était très dark, ça parlait toujours de drogue, de violence, de suicide. Et tout simplement, ouais, c'était un peu la mode du moment, ou en tout cas, c'était celle dans laquelle j'étais plongée. Il y avait peut-être d'autres styles de fanfic, je l'espère, au fond, qu'il y en avait d'autres. Mais voilà, j'en lisais énormément, et ça m'a donné du coup envie d'en écrire. Donc c'est pour ça qu'il y a un aspect très, très dark, qui venait tout simplement de cette époque où on lisait et on écrivait beaucoup de fanfics qui étaient dans ce genre-là. La deuxième raison pour laquelle c'est aussi noir, je pense, c'est parce que j'avais envie d'écrire un vrai enemies to lovers. C'est un peu une expression qu'on retrouve dans beaucoup de romans et je trouve que des fois c'est un peu surfait. Style, les deux protagonistes se bousculent dans un couloir, ils se détestent pour cette raison. Bon, voilà. J'avais vraiment envie de créer une vraie tension et que la vraie question ce soit comment est-ce qu'on peut s'aimer alors que tout nous oppose et pas juste parce qu'on n'est pas, il y a un populaire et une pas populaire, c'est pas ça l'enjeu, c'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus sérieux. Il y a beaucoup de problèmes intrinsèques à cette histoire, de culpabilité, de remords, de regrets. Il y a trahir son clan en ayant envie d'aimer l'autre. Enfin voilà, il y avait un peu des sujets comme ça que j'avais envie d'aborder et je voulais vraiment qu'on soit dans un vrai enemies to lovers où jusqu'au bout on se dit mais ils pourront jamais s'aimer. Et je sais que jusqu'au bout vous vous êtes dit ça. Même moi je me suis dit ça, je vous l'avoue. I love you. You love me? I thought that we had decided not to fall in love. Et voilà, pour être tout à fait honnête, je pense que à l'époque où je l'écrivais en fanfiction, je me rendais pas trop compte de cet effet hyper dramatique de l'histoire. Parce que, en fait, comme c'était quelque chose que j'écrivais chapitre par chapitre et que je postais chapitre par chapitre, on va dire que les gens avaient le temps entre chaque chapitre de digérer ce qui s'était passé. Et donc ça atténuait peut-être un petit peu le côté surenchère de drama qu'on retrouve beaucoup dans Lovers. Et le fait que maintenant ce soit en livre, bah forcément les gens lisent tout d'un coup. Et donc je sais qu'il y a des chapitres qui sont un peu durs à s'enchaîner vers la fin, parce que du coup tout s'accélère. Après, voilà, c'est un peu too much, un peu exagéré, mais en même temps c'était aussi l'effet que je voulais, puisque comme je vous le disais, c'est une réécriture de Roméo et Juliette. Et donc je voulais, comme ce qu'il y a au théâtre, cette espèce de surenchère de drame qui explose jusqu'au climax, et ben c'est ça que je voulais qu'on retrouve aussi dans le livre. Donc en fait ça s'enchaîne jusqu'à ce que d'un coup tout explose et puis ça retombe. Et le moment où ça retombe, pour moi je crois que c'est un de mes préférés dans le livre. Je peux pas trop, je vais pas spoiler les gens s'ils l'ont pas lu jusqu'au bout ou qu'ils l'ont pas lu du tout. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a un moment où vraiment tous les drames s'enchaînent, il se passe un énorme truc où voilà le personnage dit je peux plus, je craque. Et après ça, je trouve qu'il y a des chapitres qui sont très tristes, forcément, parce qu'on se prend toutes les conséquences de ce qui s'est passé dans la gueule. Mais il y a une forme de résilience un peu dans tout ça, où on a tellement souffert que maintenant, la seule porte de sortie, c'est de s'en sortir, finalement. Petit à petit, on va enregistrer toute la violence qu'on a subie, et on va essayer de s'en relever. Et voilà, c'est aussi de ça que ça parle. Il y a beaucoup de drama, mais il y a quand même de l'espoir, enfin, je crois. Alors, deuxième question, comment travailles-tu les émotions pour les rendre aussi poignantes ? Alors, il est vrai qu'après ce livre, on m'a beaucoup demandé si j'allais bien dans ma vie. J'en rigole parce que vraiment, c'est quelque chose qui est revenu souvent, où on me disait mais tout va bien, ça se passe bien dans ta tête. Mais tout ça pour dire que oui, ça va très bien dans ma tête et que très honnêtement, tout ce qui est vécu dans Lovers, en termes de violence, etc., c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu. Donc ce n'est pas un témoignage personnel ou quoi que ce soit. C'est ce que j'ai imaginé. Alors je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'à l'époque où j'écrivais, j'avais vraiment réussi à rentrer dans la tête de Lior. Moins de Daël, je l'avoue, et je trouve que ça se ressent un peu dans le livre, qu'on est moins proche de Daël, qui cache plus de choses, mais parce que finalement je l'ai peut-être moins bien compris.
Alors que Lior, j'ai vraiment l'impression d'être rentrée dans la tête de ce gamin de 17 ans complètement paumé. Et donc, je sais pas, en se sentant très proche de ce personnage, en ayant l'impression d'être avec lui, qu'il existe vraiment, j'imagine qu'on arrive à retransmettre des émotions qui paraissent sincères et qui l'étaient au moment de l'écriture, parce que je vivais un peu les trucs à travers ses yeux aussi. Voilà, c'est la réponse que je peux donner. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé en particulier pour ça. Peut-être que, en réfléchissant tout haut, là, je me dis, comme ça se passait à travers les yeux de deux gamins, hein, même, bon, il a 20 ans, il est pas bien âgé. Il y avait aussi une forme de... Ça marche un peu plus avec Lior, parce qu'il a une façon de penser qui est très brute, qui a un style très particulier, qui se ressent aussi dans l'écriture, la façon dont j'écris les pensées de Lior. On voit que ça se bouscule dans sa tête, qu'il se passe plein de choses, etc. Et donc, peut-être que ça aussi, ça aide, vu que c'est un langage qui peut être très familier, etc., mais qui est en fait proche des gens. Peut-être que ça aide aussi à comprendre les émotions qui traversent les personnages. Voilà. Looking at me, tell me, what do you see? Yes, I lost my mind. Looking at me, will I ever be free? Have I crossed the line? La question aussi qui est revenue plusieurs fois, c'est le temps que ça avait pris. Alors j'ai répondu un petit peu en début de vidéo. L'écriture de la fanfiction en soi, elle a pris 1 an et demi. Et après la réécriture, puisque j'ai réécrit certains passages, même beaucoup de passages pour l'édition papier, enfin pour l'édition publiée, on va dire. Et ça, je pense que ça a pris quelques mois quand même pour tout relire et réécrire les passages que je voulais. Puis le travail éditorial aussi prend à peu près 6 mois. Voilà. On m'a demandé également pourquoi une réécriture de Roméo et Juliette. Alors ma réponse va peut-être être un peu décevante parce que comme je vous disais, voilà, j'étais dans le moment de la fanfiction dans un monde justement de fanfic, un peu dark. Et tout simplement, c'est une histoire que j'avais, que moi j'aimais bien personnellement, l'histoire principale, mais que j'avais également lue sous forme de fanfiction, parce que c'est un petit peu le... Enfin, il y a eu énormément de réécritures de Roméo et Juliette, je veux dire, l'histoire de deux familles qui se détestent et les Rochons qui tombent amoureux. Bon, c'est quand même un grand classique qui a beaucoup été réécrit, et j'en avais lu des fanfics dans d'autres univers que celui que j'écrivais. Et c'est vrai que j'aimais bien cette tension familiale, et comme je disais, j'avais envie de faire un vrai enemies to lovers. Donc l'idée de base est partie par là, mais comme je savais justement que c'était une histoire qui a été maintes et maintes fois réécrite, qu'on connaît tous l'histoire, je me suis dit, il faut quand même que j'apporte une petite originalité. Et c'est là que j'ai pensé au fait que mes personnages principaux ne seraient pas Roméo et Juliette, mais des personnages plutôt secondaires dans la pièce de théâtre, c'est-à-dire les deux cousins du couple. Donc on m'a également demandé comment est venue l'inspiration. Alors là, je saurais pas trop comment dire. C'était dans mes premiers romans, je planifiais pas beaucoup mes histoires comme je peux le faire actuellement. Si vous avez vu ma vidéo sur les 5 conseils d'écriture, voilà, maintenant c'est quand même assez carré. Je prépare mes personnages, je prépare l'intrigue, je prépare leurs relations et tout ça. À l'époque, j'écrivais vraiment au feeling, et donc j'arrive pas trop à savoir si j'avais vraiment un plan de fin. Je suis pas sûre que j'en avais un. Je pense que j'avais cette intrigue de base qui était Roméo et Juliette, donc c'était mon fil rouge, le fait de savoir les grandes étapes. Je savais voilà, qu'il y a un des cousins de Juliette qui meurt. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont des grandes étapes de Roméo et Juliette. L'histoire du poison, qu'il fallait que je réutilise, que je réadapte à l'époque moderne, mais qu'il fallait réutiliser. Donc ça m'a un peu aidé dans le fil rouge, mais après ce qui se passe dans les chapitres, c'était vraiment au feeling. J'écrivais petit à petit. Je crois que la scène de la cigarette, elle m'est vraiment venue comme ça. J'y avais pas réfléchi, c'est en l'écrivant que c'est venu. Donc voilà, l'inspiration arrivée au fur et à mesure de l'écriture. Et donc justement, on me demande, est-ce que je connaissais déjà la fin de Lovers au moment de l'écrire ? Eh bien non. Et d'ailleurs, ça a été très long à écrire la fin parce que, en fait, il y avait eu tellement de drama dans l'histoire que je me disais, mais comment je vais pouvoir terminer ce roman d'une façon correcte, qui ne soit pas complètement sortie du chapeau, qui soit cohérente avec l'ambiance générale, mais qui, bon, quand même permet de donner une lueur d'espoir aux lecteurs et aux lectrices. Et donc je sais que j'ai mis beaucoup de temps à trouver une fin qui me convienne, une fin qui ne m'a d'ailleurs pas convenu, c'est pour ça qu'il y a eu un tome 3.
Le tome 3 qui est actuellement sur Wattpad, donc qui ne sera pas publié, mais il est disponible sur Wattpad, sur mon compte. Le tome 3 qui permettait de donner une fin aux autres personnages, parce que du coup, j'ai beaucoup de personnages dans l'Overse, et avec tous les dramas et les péripéties qu'il y a eu, arrivé à la fin, j'avais pas le temps de donner une fin à tout le monde, ça aurait fait vraiment trop fin de téléfilm où d'un seul coup tout le monde est heureux. Et donc j'étais un peu frustrée que tous mes personnages secondaires n'aient pas de vraie fin. Et c'est pour ça qu'il y a un tome 3 d'ailleurs. Le tome 3 passe, il y a du temps sur Dael et Lior, mais ça passe aussi beaucoup de temps sur les autres personnages qui n'ont pas eu le droit à leur fin. Et du coup, je me suis un peu rattrapée comme ça. Parce que j'avais pas eu le temps de tout régler. C'est ça, quand il y a beaucoup de péripéties, c'est difficile de tout régler. Et ce qui est difficile, c'est de faire une fin qui soit pas trop happy ending. Quand on a vécu beaucoup de dramas avant, je trouve que ça sonne un peu bizarre. Alors c'est quand même une happy ending. Mais voilà, faut la rendre cohérente avec le reste du ton du roman, je trouve. Alors, est-ce qu'il existait justement une fin alternative ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une fin alternative, mais entre la version fanfiction et la version qui a été publiée, ce n'est pas la même fin. C'est pas du tout la même fin, même. Donc, on va dire qu'il y a eu deux fins différentes. Bon, comme de toute façon la version fanfiction a disparu avec Skyblog, voilà, je pense que je peux en parler. Dans la version fanfiction, le personnage de Noah mourait. Je sais, c'est cruel. Voilà, vous savez, quand on apprend sa mort, etc. Ouais, du coup, ça spoil de ouf, en fait, pour ceux qui n'ont pas lu. Mais fallait pas regarder la vidéo si vous n'avez pas lu, voilà. Non, en fait, dans la version publiée, donc on croit qu'il est mort et finalement il revient. Mais dans la version fanfiction, il ne revenait pas. Il était véritablement mort. Et face à ça, Lily se suicide aussi. Mais elle ne meurt pas. Parce que je jouais jusqu'au bout le côté Roméo et Juliette, puisque à la fin, Roméo et Juliette, du coup, ils se suicident. Et donc, l'enterrement final, celui dans la fanfiction, c'est l'enterrement de Noah. Et donc, au moment de publier le roman, je me suis dit, je crois que c'est vraiment too much qu'il lui meure aussi, parce qu'il y a déjà une mort qui est très dure à encaisser. Et donc, finalement, je me suis dit, il a 17 ans, etc. Je ne suis pas prête de faire souffrir à ce point-là les gens. Et donc, j'ai changé la fin pour le faire revenir. Donc, finalement, il n'est pas vraiment mort. Et donc l'enterrement termine sur quand même un enterrement, puisque c'est le père de Dael, voilà, qui permet de conclure le roman sur cet enterrement où se rendent du coup les Rosenbach. Bon, là c'est vraiment un énorme spoil, je pense que je mettrai un bandeau pour dire sautez ce passage si vous n'avez pas lu. Mais donc oui, il y a bien eu une deuxième fin, une fin qui a été modifiée entre la fanfiction et le roman. Et donc, on arrive aussi aux questions qui tournaient beaucoup autour de la fanfiction, parce que je pense que ça intéressait pas mal de gens de savoir pourquoi j'ai changé telle ou telle chose. Et il y avait notamment une question qui me disait, est-ce qu'avec du recul, maintenant, il y a des choses que tu aurais écrites différemment ? Alors, c'était pas forcément en lien avec la fanfiction, mais la version publiée m'a permis d'avoir du recul sur la première version. Et effectivement, donc, en dehors de la fin dont je vous ai déjà parlé, il y a beaucoup de scènes qui ont été changées, qui ont évolué. Parce que j'ai aussi des choses qui ont changé dans ma tête. Je trouvais qu'il y avait voilà, des passages qui étaient un peu problématiques, donc je les ai fait évoluer d'une autre manière, ou alors je les ai gardés mais en les dénonçant, pour ne pas romantiser des choses qui ne sont pas correctes. J'ai également transformé un personnage, parce qu'en fait dans les familles, elles le sont encore, mais elles étaient dans la version fanfiction encore plus masculines. Il y avait très très peu de femmes, à part Grace. Bon, Grace a toujours été un personnage féminin très fort, mais je trouvais qu'il en manquait du coup du côté Hamilton, où il y avait que des garçons pratiquement, parce que les filles c'est les plus jeunes et on les voit pas trop dans l'histoire. Et donc il y a un personnage qui s'appelait Isaac et qui s'est transformé en Fallon pour devenir la cousine voilà, de Dael, qui est un peu badass, etc. Donc là c'est aussi un changement que j'ai fait avec du recul, en me disant mais il n'y a pas assez de personnages féminins dans mon roman. Et puis après, j'ai changé des petites choses. Alors, ça va être ridicule, mais en fait, c'est tellement vieux, cette histoire, qu'il y a un moment, une scène où Lior, il a son téléphone, et en fait, il le fait tomber par terre. Et je raconte dans la première version, que le téléphone s'explose par terre et que la batterie tombe plus loin. Ça, c'est le genre de truc qui n'existe plus du tout chez les jeunes. Que je ne suis pas, je sais. Et moi, à mon époque, effectivement, quand on faisait tomber son téléphone, ça déboîtait le portable et puis la batterie tombait et il fallait remettre la batterie, etc. Bref, le truc qui n'existe plus du tout avec les iPhones maintenant. Donc ça, je me suis dit, bon, là, il va peut-être falloir que je change des petits détails comme ça.
Au niveau des modes vestimentaires, j'ai pas trop changé. Donc Lior, Lior porte tout le temps des slims, ce qui est plus du tout à la mode aujourd'hui. Mais je me suis dit, bah en fait, je l'ai écrit avec cette image-là dans la tête, donc j'avais pas envie de tout changer non plus. Donc ça, c'est des choses que j'ai laissées. Mais voilà, ça c'est des petites anecdotes comme ça. Et donc justement, on m'a demandé si ça avait été difficile de passer de la fanfiction au roman. Alors au début, oui, parce qu'il a fallu forcément changer tous les prénoms, etc. Mais maintenant, c'est tellement ancré dans ma tête que c'est plus difficile de retrouver les prénoms d'avant, quoi. Je me suis vraiment habituée à ces nouveaux prénoms. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant de le faire parce qu'en fait, dans la fanfiction, justement, le principe de la fanfic, c'est de lire sur des personnages qu'on connaît déjà. Donc, on les connaît physiquement, on sait à quoi ils ressemblent. Et donc, je trouve, en tout cas personnellement, moi, dans mes fanfics, je m'embêtais pas trop à décrire physiquement les gens ou à décrire physiquement quoi que ce soit, en fait, parce que je partais du principe que comme on sait tous à quoi ils ressemblent, c'est très facile de se visualiser l'histoire. Or, je me suis rendu compte en relisant et en me disant « Ok, on ne sait plus à quoi ils ressemblent maintenant, ce ne sont plus des personnages connus ». Et je me rends compte que je ne les décrivais pratiquement jamais, je ne décris aucun endroit où ils vont. Il y avait en fait très peu d'éléments qui permettent de comprendre des choses. Et donc tout ça, c'est ce que j'ai rajouté dans le roman. De décrire par exemple leur maison. Les Rosenbach et les Hamilton, ils n'ont pas du tout la même maison. Les Hamilton, ils ont une maison très moderne, un peu villa, beaucoup de baies vitrées, les murs blancs, etc. Alors que les Rosenbach, eux, ils sont dans un vieux manoir aux briques rouges. Et ça, c'est des choses que j'ai inventées après et qui en fait donnent tellement d'éléments sur un peu comment les deux familles se voient. Elles n'ont pas la même image. Enfin, elles veulent pas rendre la même image, en tout cas de l'extérieur. Et donc ça, c'est des petites choses auxquelles j'ai pensé plus tard à rajouter et que je trouve donnent plus de qualité à l'histoire. Justement, concernant ce changement de prénom, on m'a demandé s'il m'avait fait un pincement au cœur et en réalité, pas trop. Je trouvais que c'était un moyen de me réapproprier ce roman, de recréer mes personnages à moi. Et j'adore en fait trouver des prénoms. Franchement, c'est ma partie préférée quand j'écris un roman. C'est de trouver un prénom qui colle parfaitement au personnage. Alors là, c'est un peu bizarre que ça arrive après, parce que normalement, c'est avant de l'écrire. Du coup, là, j'avais la difficulté de trouver un prénom qui, pour moi, collerait au physique que j'avais imaginé et à l'histoire. Et Daël, je l'ai trouvé assez vite comme prénom. Et Lior, ça a été beaucoup plus long. D'ailleurs, il s'est pas tout le temps appelé Lior. Il y a dans une version, il s'est appelé Hugo aussi. Ce qui n'était pas très logique, parce que bon, il vient d'Angleterre. Je pense que Hugo, c'est un prénom français. Sinon, c'est Hugo, je sais pas. Et donc j'étais super contente d'avoir trouvé Lior. Je trouvais que ça lui allait tellement bien, ça allait tellement bien au personnage, à l'ambiance et tout. Donc non, j'ai pas eu un gros pincement au cœur parce que j'adore les nouveaux prénoms. J'ai mal au champ. Je suis hyper mal installée. Ah. Alors, on m'a demandé aussi comment j'avais créé les personnages. Évidemment, comme c'est une fanfiction, au début, les personnages étaient existants. J'en ai parlé de toute façon dans ma première vidéo. C'était une fanfiction One Direction. Donc voilà, j'ai pris les personnages des One Direction, comme logique. Et donc après, physiquement, voilà comment ils ont existé d'abord dans ma tête. Et puis après, sur la création des personnages en tant que tels, contrairement à toutes les vidéos que je vous ai montrées sur mes conseils d'écriture où je travaille à fond le personnage avant, etc., ça n'a pas trop été le cas dans cette histoire-là. Je me suis juste laissée emporter par l'histoire. Ce que je voulais, de toute façon, c'était des personnages qui sont finalement des anti-héros. Les deux personnages principaux sont clairement des anti-héros, en tout cas au début. Après, heureusement, ils évoluent d'une manière plus positive, mais Daël est complètement insupportable au début, et Lior aussi. Ils ne le sont pas de la même manière, mais ils sont tous les deux insupportables. Et donc l'idée, c'était de, malgré leur caractère de merde, apprendre à les connaître et à comprendre comment ils sont devenus comme ça, et de pouvoir suivre aussi leur évolution. Ce que j'aimais bien, moi, dans l'histoire, c'est que Lior, au début, est un personnage qui est plutôt le personnage faible du duo, très fragile, et Daël est à l'inverse le personnage fort.
Et c'est une dynamique qui finit un peu par s'inverser à la fin, je trouve, puisqu'en fait Daël s'écroule complètement de par ses responsabilités, etc. Finalement, et le personnage craque. Et bon, on va pas dire que Lior ne s'écroule pas, mais je trouve qu'il grandit en maturité. À l'inverse de Daël, qui a peut-être moins d'évolution au niveau de sa psychologie, Lior grandit vraiment dans l'histoire. Et donc, ils ont été construits en fait au fur et à mesure des chapitres, parce que j'ai grandi avec eux, avec ce qui leur est arrivé. Et voilà. Alors, on m'a aussi demandé si c'était compliqué de s'y retrouver avec tous les personnages qu'il y avait dans Lovers. Alors, pour ma part, non, ça n'a pas du tout été compliqué. J'ai l'habitude d'écrire avec beaucoup de personnages, et puis bon, ils viennent de moi, donc je sais les reconnaître. Je sais que ça a été compliqué pour vous. C'est une des remarques qu'on me fait le plus sur Lovers, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et que c'est difficile de savoir qui est qui. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait un arbre généalogique au début du roman, pour resituer un petit peu qui appartient à quelle famille. Alors, la fameuse question, qui est mon personnage préféré ? Je pense que l'étendue de mes réponses de cette vidéo vous auront quand même donné une petite idée. Mon personnage préféré, ça reste Lior. Je trouve que c'est un peu le personnage principal de l'histoire, finalement. Ça commence avec lui et ça termine avec lui, je crois. En tout cas, ça termine avec son intrigue principale qui est résolue. Donc je trouve qu'il a un peu une prédominance par rapport à Daël au niveau de l'intrigue. L'histoire repose beaucoup sur ses épaules à lui. Et voilà, je sais pas, c'est comme je disais, celui qui m'est le plus proche et qui m'a donné envie d'écrire cette histoire-là. Et si je devais choisir un personnage qui n'est pas dans les deux personnages principaux, je pense que ça serait Grace. Qui, malgré tous ses défauts, est un personnage qui est assez attachant et assez original, en fait, je trouve. Difficile de la mettre dans une case. Elle est à la fois une peste et à la fois une sœur aimante. Elle est une chef de clan féroce. Et puis elle est en même temps parfois très sensible. Et ouais, donc en vrai, j'ai un faible pour la famille Rosenbach plus que pour la famille Hamilton. Alors, on m'a demandé quelle avait été la partie la plus dure à écrire. Alors, je ne sais pas si partie faisait référence aux 4 actes de l'histoire. Pour moi, j'y ai un peu déjà répondu. L'acte le plus dur à écrire, c'était l'acte 4, parce que c'était celui qui était censé justement résoudre toutes les intrigues, et celui dans lequel il se passe le plus de drame, et celui dans lequel il faut quand même essayer de donner un peu d'espoir, parce qu'on arrive à la fin du roman. Donc, ouais, pour moi, l'acte qui a été le plus long à écrire, c'était le 4. Pardon, le dernier, quoi. Et on m'a également demandé quelles étaient les scènes les plus dures à écrire. Je pense que les scènes les plus dures à écrire, c'est celles que j'avais vraiment dans la tête. Il y avait des scènes où je les voyais vraiment d'une manière cinématographique. Visuellement, je les voyais. Et ça peut paraître étrange parce que du coup, c'est celle que j'avais le plus de mal à retranscrire avec des mots, parce que c'était tellement clair dans ma tête que je trouvais ça super difficile de le retranscrire et que ça soit aussi visuel que ce que j'avais imaginé. Notamment la scène de l'hôpital, quand Grace comprend qui est le copain de Lior depuis tout ce temps. Pour moi, c'était une scène extrêmement cinématographique. Il passe le coup de fil, il y a un grand couloir vide d'hôpital. Elle est à l'autre bout, elle entend les sonneries, elle voit les gestes, elle comprend que ça correspond à ce qu'elle est en train d'appeler. Et autour de tout ça, il y a le jeu de regard quand leurs regards se croisent et que Daël laisse tout remonter en disant bah voilà, tu comprends maintenant. Tout ça, c'était tellement clair dans ma tête et j'ai trouvé ça difficile à écrire pour que ça soit aussi clair sur le papier. Et j'espère que j'ai réussi. Je sais que c'est une scène que les gens ont bien aimée, donc j'espère que j'ai réussi à retranscrire ce qui était dans ma tête. Autre question qu'on m'a posée, est-ce que le tome 3, qui est actuellement sur Wattpad, sortira en livre ? Pour le moment, non, ce n'est pas prévu. En tout cas, c'est pas prévu avec la maison d'édition, ça c'est sûr, ça sortira pas en maison d'édition. Est-ce que ça sortira par de l'auto-édition ? Pour le moment, j'ai pas ça en projet. Je vous avoue que je travaille déjà sur 2 autres romans et il y en a un 3e qui attend d'être écrit. C'est le tome 5 d'Isolé. Donc voilà, je me sens pas de partir sur un projet d'auto-édition, sachant qu'il faudrait retravailler à fond l'orthographe, l'édition, trouver une couverture, faire la promo,
Et puis, en faisant de l'auto-édition, il faudrait ouvrir un compte d'auto-entrepreneur, etc. Là, pour le moment, c'est pas dans mes projets. Donc non, il ne sortira pas en papier, mais ne jamais dire jamais. Ma question préférée, est-ce qu'il y aura une adaptation au cinéma? Ce serait le rêve absolu, évidemment. Comme je vous disais, c'est une histoire que j'ai beaucoup vue dans ma tête. Il y a beaucoup de scènes que j'ai imaginées, que j'imagine toujours d'ailleurs, et je le vois vraiment bien en cinéma. Après, bon, évidemment, tous les auteurs, autrices rêvent de voir leur livre adapté sur grand écran, mais bon, je pense pas que ça arrivera un jour, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, et j'ai tellement imaginé d'être au cinéma et de voir le début du film. Je l'imagine vraiment bien. Je vois trop donc la musique, forcément, Running Up That Hill de Placebo, qui résonne. On verrait des pas qui marchent. Un garçon de dos avec son bonnet, des écouteurs dans les oreilles. Il fait nuit, on voit les lumières de Londres qui se reflètent sur la Tamise, le pont, des images comme ça un petit peu découpées, jusqu'à ce qu'il s'assoie dessus, son regard se perd à l'horizon, on voit la grande roue de Londres, il y a la musique qui prend de plus en plus d'ampleur, et puis d'un coup l'intervention de Daël qui coupe la musique et lance l'histoire. Voilà, j'ai tellement imaginé ce début que j'adorerais voir ça en vrai, mais qui sait. Alors, on m'a également demandé si je ne m'emmêlais pas les pinceaux avec tous mes romans et tous mes personnages. Alors non, pas trop, parce que chaque roman a bien son univers défini. En tout cas, entre personnages, je les mélange pas du tout dans mes romans. Par contre, ce que je retrouve dans tous mes romans, c'est que je trouve qu'il y a des thématiques qui reviennent tout le temps, notamment celles qui tournent autour de la culpabilité, de regretter d'avoir fait quelque chose. Je sais pas pourquoi, faudrait peut-être que je consulte un psy pour ça, mais vraiment, c'est une thématique qu'on retrouve dans littéralement tous mes romans, à plus ou moins fort degré, mais il y a toujours cette idée de culpabilité à traiter, qu'il soit consciente ou inconsciente. Donc peut-être que mes histoires s'entremêlent sur certaines thématiques, puis on retrouve quand même beaucoup le même type de personnage. C'est vrai que Lior a lancé un espèce de mood de personnages un peu cyniques, désabusés, mais qui au fond d'eux sont très sensibles, mais qui veulent pas le montrer. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve aussi dans mes autres personnages, notamment Aimé dans Isolé, qui a ce côté un peu... il est beaucoup plus mature que Lior, mais il a ce côté un peu... gna 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 gna. Voilà. Bon, et bien voilà pour toutes les questions que j'avais reçues concernant Lovers. J'espère que ça vous a intéressé. Il y a peut-être d'autres questions qui vous sont venues entre-temps. N'hésitez pas à me les poser, soit ici en commentaire sous la vidéo ou sur mon compte Instagram. Voilà. Et si ça vous intéresse que je refasse ce genre de vidéo sur d'autres de mes romans, je pourrais repréparer une petite story et puis refaire ça. Voilà. À la prochaine. Dang it! Ah, shit! No, 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 no! Bitch, shit, no! And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. But they always win, but I know I lose. And I sing a song, let it be just us. But I sang along to another heart. And I wanna cry, I wanna love to love. But all my tears have been used up on another love, another love. I'm not gonna stop, that's who I am. Nothing's gonna stop us tonight, 'cause I'm good, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best. C'est de notoriété publique à Londres, les Hamilton et les Rosenbach se détestent. Cela fait des années qu'ils se mènent une guerre de pouvoir sans merci et qu'ils interdisent aux membres de leur famille de se côtoyer. Pourtant, lorsque Lior Rosenbach a aperçu Daël Hamilton pour la première fois sur le pont de Westminster, il n'a pu se résoudre à garder ses distances. La faute a des yeux bleus profonds, une voix puissante et une assurance sans faille. Aussi terrifiant que cela puisse paraître, Lior le sait. Celui qu'on lui a appris à détester de toute son âme a réussi à faire battre son cœur comme personne auparavant. Et tôt ou tard, cette attirance interdite leur causera du tort. Pire,
elle risque de faire éclater un conflit que ni lui ni Daël ne pourront désamorcer.